Alors, plantons d'abord le décor. Il y a deux dates peut-être importantes qui ont marqué toute cette époque, et en particulier donc l'Occident. Tout d'abord, c'est l'année 1453, le mois de mai 1553, c'est la prise de Constantinople par les Turcs. Ça signifie que c'est la disparition de ce qui restait de l'ancien Empire romain, et c'est donc la partie de l'Empire romain oriental qui disparaît avec la prise de Constantinople. 1453. Et l'autre date repère, que vous connaissez tous, c'est 1492, c'est la découverte d'un nouveau continent, d'un autre continent, par Christophe Colomb. Je pense que ce sont deux dates qui ont transformé d'une certaine manière tout l'environnement de l'époque, mais qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Plus près de nous, en 1481, le comté de Provence entre dans le royaume de France. Et le roi de France, en plus de ses autres titres, est maintenant comte de Provence, roi de France. Dans la suite, quelques années plus tard, 1515, je ne parle pas de la bataille, je parle de l'intronisation de François Ier. François Ier devient roi en 1515 à l'âge de 19 ans. Un an plus tard, il signe avec le pape, à Bologne, un concordat, un accord très important qui donne au roi de France un pouvoir sur l'Église que n'a aucun autre souverain en Europe. C'est lui qui nomme pratiquement à tous les postes importants de l'Église dans son royaume. Et cela a duré quand même jusqu'en 1790, même au-delà de l'édit de tolérance dont vous parliez tout à l'heure. Encore une date, 1519, cette fois-ci c'est Charles Quint, qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique, et presque tout au long de son règne, il sera l'adversaire du roi de France, de François Ier d'abord, et d'Henri II ensemble. Nous sommes donc dans une période de grand bouleversement. Je vais donner quelques petits repères. Il y a tout d'abord un nouveau mode d'information et de communication. C'est l'imprimerie. On a dit souvent que la révolution numérique est aujourd'hui ce qu'était la révolution de l'imprimerie à l'époque. Donc on peut maintenant fabriquer des textes beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus économique. Et donc la dispersion du savoir est facilitée. Ensuite, ce qui caractérise l'époque, c'est la valorisation des langues populaires. Je pense que vous vous souvenez de vos cours de 5e ou 4e, Ronsard, Rabelais, ceux qui ont mis le français à l'honneur. Ensuite, il y a la mise à l'honneur de la culture de l'Antiquité grecque et romaine. Il y a ensuite la lecture scientifique des textes fondamentaux, aussi bien les philosophes grecs que les textes bibliques, et cela dans leur langue d'origine. On apprend à nouveau et le grec et l'hébreu. Ensuite, c'est à cause de la découverte de l'Amérique, une nouvelle représentation du monde. Au lieu de concevoir notre Terre comme une assiette plate, on comprend que c'est un globe. Et il y a aussi le développement des sciences de la nature, botanique, anatomie, astronomie, et je vous évoque uniquement les noms de Léonard de Vinci et de Copernic. Voilà un petit peu le décor dans lequel va se dérouler la réforme protestante. Et pour dire dans quel territoire
il va y avoir ces répercussions dont je vais vous parler. Ce sont d'abord les terres du pape, que sont Avignon et le comtat vénétien. Ils ne sont pas tout à fait gouvernés de la même manière, puisque d'abord il y a deux délégués, deux légats du pape, un pour le comtat, l'autre pour la ville d'Avignon. Ensuite, il y a une autre entité souveraine, c'est la principauté d'Orange, qui maintenant fait partie du département de Vaucluse. Et enfin, il y a donc le royaume de France avec la Provence. Alors, très rapidement, que s'est-il passé en Allemagne en 1517? Le 31 octobre de cette année, oui, il ne faut pas que j'y touche. Oh oui, ça c'est des règlements. Donc, le 31 octobre de 1517, un certain Martin Luther publie, ou rend public, ses 95 thèses contre les ventes des indulgences. Deux précisions, deux parenthèses. Qui est Martin Luther? C'est un moine augustin qui a été ordonné prêtre. Il est moine des Augustins et il a sous sa responsabilité 10 monastères dans sa région. Et en plus de ce travail, il est enseignant, il est professeur des Saintes Écritures à la faculté de Wittenberg. Et c'est donc ce qu'on appelle à l'époque un docteur de l'Église. Et que sont les indulgences? Dès l'origine de l'Église, il était demandé à ceux qui avaient commis des fautes, d'abord qu'ils reconnaissent ces fautes, qu'ils s'en repentent et qu'ils les réparent. Et cette réparation pouvait consister à être, par exemple, privé de la communion pendant un certain temps. Cela pouvait être aussi de faire un certain nombre d'actions bonnes, visiter les malades, visiter les prisonniers, etc. Les responsables de l'église locale, les prêtres, les évêques, avaient la possibilité de raccourcir la durée de la peine d'excommunication, ou le temps pendant lequel on devait rendre un service aux plus démunis. Et cette réduction de peine, on les appela les indulgences. Mais peu à peu, l'Église autorisa de remplacer les actions de réparation, les actions réparatrices, par des dons à l'Église en argent. Et c'est ainsi qu'est née la vente des indulgences. Et le chrétien de base, le chrétien lambda, à l'époque où nous parlons, comprenait qu'il pouvait acheter son salut, c'est-à-dire acheter un petit coin de paradis, après sa mort. Vous le savez, un des problèmes les plus embrouillés et les plus délicats de la chrétienté est son rapport à l'argent et à la fortune de l'Église. Nous y reviendrons quand nous parlerons des Vaudois. En 1517, le pape, qui s'appelait à l'époque Léon X, il était membre de la famille de Médicis, fils de Laurent le Magnifique. Laurent le Magnifique, il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps, donc vous voyez dans quel milieu il vivait, et il était cardinal déjà à l'âge de 13 ans. Le pape Léon X était particulièrement dépensier. Il a dilapidé les ressources de 3 pontificats. Celui de son prédécesseur Jules II, qui lui était très économe et qui avait réussi à mettre de l'argent de côté pour le gouvernement de l'Église. Il a dilapidé les ressources qui sont rentrées pendant son pontificat à lui, et il a enfin dépensé déjà les revenus de son successeur à cause de l'endettement qu'il avait provoqué. On a dit de lui que s'il avait été donné de vivre plus longtemps, il aurait vendu la ville de Rome
puis le Christ, et pour finir, il se serait vendu lui-même. Donc ça, c'est les dires de l'époque. Ce pape Léon X confia la vente des indulgences en Allemagne à Albert, margrave de Brandebourg. Donc, bien sûr, forcément d'une lignée importante, qui était déjà 3 fois évêque. Il était évêque de Halberstadt, évêque de Magdebourg, et sa dernière inquisition était évêque de Mayence. Et l'acquisition de cet évêché de Mayence lui a coûté très cher. Il a été obligé d'emprunter énormément d'argent. Il faut savoir que l'évêché de Mayence était un des sièges des princes électeurs, les 7 princes électeurs, qui, eux, désignaient ou élisaient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'était donc un poste très important. Et Albert de Brandebourg l'a voulu avoir à tout prix. Et c'est pour la raison pour laquelle le pape Léon X a promis à Albert de Brandebourg, s'il vendait bien ses indulgences, la moitié serait pour lui permettre de rembourser ses dettes. Luther, qui en tant que prêtre recevait des confessions, fut bouleversé par l'effet de ce que cette manière de faire a eu sur ses ouailles, sur ses paroissiens. Il prenait l'Église pour un immense marché et n'en percevait plus cette Église comme une communauté de chrétiens, comme une communauté de croyants animée par Jésus-Christ. Donc, les 95 thèses affichées et publiées le 31 octobre 1517 sont une proposition de remédier à tout ça. Alors, quelles furent les répercussions de ces événements dont je viens vous dire rapidement le contenu sur notre région? On va commencer par Avignon. Avignon, vous savez un peu de son histoire, vous savez qu'il a été le siège de la papauté de 1309 pendant à peu près 70 ans. Mais même après le retour du pape, lorsque le pape est retourné en Italie et à Rome, Avignon est restée une ville brillante, riche économiquement, culturellement. Et il y avait donc toujours une université qui a attiré un certain nombre d'étudiants. Et donc, à ce sujet-là, en ce qui concerne donc, disons, les terres papales, c'est-à-dire Avignon et le comtat vénessin était gouverné à partir de Carpentras. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Donc, en Avignon, il y avait une université brillante, attirant des étudiants de toute l'Europe. Les influences pour Avignon venaient aussi bien du nord que, disons, du sud ou de l'est, aussi bien des terres germaniques que des terres italiennes. Et est arrivé en 1519 un jeune étudiant de Bâle, qui s'appelait Boniface, ou Bonifacius en latin, Amerbach. A-M-E-R-B-A-C-H, vous pouvez regarder ça sur Internet. Un jeune étudiant en droit, qui était venu pour devenir docteur en droit de l'université d'Avignon. Il faut savoir que ce Boniface Amerbach avait un père très connu, il était éditeur. Il était éditeur à Bâle, c'est lui qui avait édité un certain nombre d'ouvrages d'Érasme. Vous savez qu'Érasme, l'humaniste, grand savant, habitait Bâle, et Amerbach était un éditeur connu dans toute l'Europe. Il éditait en latin, en allemand, en français, en italien. Et il avait envoyé son fils en Avignon, parce qu'Avignon avait une bonne réputation. Et déjà en 1219, Luther faisait parler de lui dans le nord de l'Europe. Il avait eu une disputation, comme on dit, importante avec un cardinal, et il commençait à être connu
Et c'est par les dires, ce que les jeunes étudiants racontaient autour de lui, qu'on a su en Avignon ce qui se passait dans le nord de l'Europe. Et ce Boniface Amerbach a aussi servi de relais en ce qui concerne les livres, les ouvrages. Martin Luther n'a pas produit que les 95 thèses, il a beaucoup écrit, on a recensé plus de 600 titres. C'est quelqu'un qui travaillait énormément, qui rédigeait énormément. Et donc, les grands ouvrages de proposition de réforme de structure datent de 1520-1521. Et donc, ce sont ces livres de la captivité de Babylone, ou la lettre à la nation, la noblesse allemande. Tous ces livres sont arrivés jusqu'en Avignon, de Bâle, par Lyon, qui était aussi un centre de diffusion de livres importants. Et donc, on le doit souvent à ce fils d'imprimeur que ces ouvrages de Luther et de son environnement soient connus dans la région. Il s'était lié avec un autre jeune étudiant de Nove, Jean Montaigne, qui lui était étudiant en médecine. Et donc, ils ont eu une correspondance durant toute leur vie, et donc cette correspondance entre Jean Montaigne et Boniface Amerbach ont été étudiants, c'est à travers ces sources qu'on connaît beaucoup de choses de ce qui se passe en Avignon à cette époque-là, et surtout ce que Amerbach transmet dans son environnement universitaire. Voilà pour un premier personnage. Le deuxième personnage que vous connaissez peut-être, c'est François Lambert. Pas le Lambert actuel en Avignon, François Lambert. Si vous cherchez sur Internet, il faut chercher sous François Lambert d'Avignon pour avoir celui-là qui est né en Avignon. Son père et sa mère, ils sont arrivés. Son père était juriste également. Et à 15 ans, il a voulu devenir moine, et il est devenu moine franciscain. Je crois que de l'abbaye franciscaine, il ne subsiste plus grand-chose dans l'Avignon. Il me semble une assise, la tour peut-être, et quelques restes de murailles. Donc c'était à l'époque une abbaye qui était extra-muros, et ce jeune moine a pu lire dans son abbaye les ouvrages de Martin Luther, dans les environs 1520-1521, et la lecture de ces ouvrages l'ont persuadé que les propositions de réforme de Luther étaient les bonnes. Et il a profité d'une mission de son ordre dans les années 1522, je crois, pour quitter et son monastère et la ville d'Avignon. Il est allé jusqu'à Lausanne, il a traversé la Suisse où il a rencontré des réformateurs comme Zwingli. Ensuite, il est passé par Bâle, et ensuite, pendant quelques temps, une quinzaine de jours, 3 semaines, on perd sa trace et on le retrouve auprès de Martin Luther à Wittenberg. Donc, un Avignonnais, moine franciscain, arrive chez Martin Luther. Là-bas, il est formé en tant que théologien de la Réformation, théologien protestant. Et lorsque, dans les années 1525-1526, le landgrave Philippe de Hesse demande à Luther de lui envoyer un réformateur, quelqu'un capable d'instaurer les réformes luthériennes dans son État, dans la Hesse, dans une partie de la Hesse, Luther lui envoie François Lambert d'Avignon. C'est donc pas très connu dans notre région, c'était un Avignonnais qui a introduit la réforme protestante dans un des États, dans un des landes de l'Allemagne actuelle. Voilà donc pour le deuxième personnage des terres papales. Maintenant, je vais à Carpentras et pour vous parler rapidement de son évêque, que vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est Sadolet. Sadolet, lui, était italien, il venait de la région de Milan. Il a été évêque de 1517
à 1540 et il a été un des évêques très à l'écoute de la réforme protestante. Il était en correspondance avec Jean Calvin, ils se sont échangés des lettres. Il n'a pas rompu avec Rome, mais ses idées étaient très proches de celles des protestants de son époque. C'est pour vous dire l'impact qu'a eu dans la région ce qui s'est passé dans le nord de la mer. Il y avait une autre entité dans la région qui a été marquée par la réforme protestante, c'est la principauté d'Orange. Donc je vous ai dit qu'au départ, le Vaucluse actuel, à l'époque, il y avait 3 entités étatiques. Les terres du pape, Avignon et le comtat Vénessin, la principauté d'Orange et le comté de Provence, faisant partie du royaume de France. Alors Orange a été, depuis les années 1100, une principauté souveraine à l'intérieur du royaume de France, en tout cas limitée par la Provence, les États du pape, le Languedoc de l'autre côté, le Rhône si vous voulez. Et en 1544, c'est un membre de la famille de la dynastie des Nassau qui est devenu le prince, qui est devenu ensuite stadtholder et roi des Pays-Bas, et qui lui était protestant, et qui a fait en sorte que les protestants d'Orange, à l'époque on parle à peu près de 10 000 habitants à Orange, dont un tiers s'était converti au protestantisme, et ce prince d'Orange a donné dès 1544, avant donc l'édit de Nantes, un décret donnant les mêmes droits et les mêmes devoirs et aux catholiques et aux protestants. Donc c'était une première, ce n'était pas dans le royaume de France, puisque la principauté d'Orange n'a pas fait partie du royaume de France jusqu'en 1703, où avec le traité d'Utrecht, la principauté a été rattachée au royaume de France. Un peu sous la pression, bien sûr, de Louis XIV. On a vu donc les terres du pape, on a vu rapidement Orange. Nous avons en Avignon, à l'université, une enseignante, Françoise Morel, que vous le connaissez peut-être. Qui est une amie à nous et qui nous a déjà fait des conférences. Vous avez fait déjà une conférence. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur la principauté d'Orange, mais il faut savoir qu'il y a eu là toute une histoire qui est rentrée et qui fait partie maintenant de l'histoire de notre département. Il y a une troisième entité qui est donc le Royaume de France, et je voudrais parler de ce qui est actuellement le sud du département, c'est-à-dire la région du Luberon. Luberon et Mont du Vaucluse. Et je vais donc vous parler des Vaudois. C'est peut-être ça le noyau de la conférence que vous attendiez, mais il était intéressant de voir qu'il n'y avait pas dans notre région que les Vaudois qui étaient en rapport avec le protestantisme. Alors les Vaudois, c'est une très longue histoire et je vais être obligé de vous entraîner très loin dans l'histoire. Vous la connaissez peut-être déjà. Le mouvement des Vaudois est né au XIIe siècle. Au XIIe siècle, ça fait plus de 800 ou presque 850 ans. Nous sommes dans un siècle très important pour l'Europe, parce que le XIIe siècle est un siècle où l'économie européenne fait un bond important. Un bond important grâce à une augmentation de la production textile. Si vous voulez, le textile pour l'Europe était à l'époque ce que le textile est actuellement pour un certain nombre de pays en voie de développement. Je pense au Bangladesh, ou au Maroc, ou à la Tunisie. Le textile est une source de richesse. Jusqu'à cette date-là, la fabrication textile se faisait localement. Dans chaque famille, il y avait un rouet ou un métier à tisser. En tout cas, c'était très local et on consommait sur place ce que l'on produisait sur place. À partir du XIIe siècle, un certain nombre de personnes se mettent à regrouper dans des ateliers et des rouets et des métiers à tisser. En plus, il semblerait, je ne suis pas technicien, qu'il y a eu aussi une invention technologique, une avancée technologique qui a permis de produire plus et plus rapidement. Il me semble qu'on est passé d'un métier à tisser vertical
un métier à tisser horizontal où la navette a pu sur des surfaces beaucoup plus longues et beaucoup plus larges. Toujours est-il que la fabrication du textile s'est concentrée dans certaines régions d'Europe. Il y a eu les Flandres, donc vous voyez le nord des Pays-Bas, de la Belgique et une partie de la France, où on fabriquait souvent des tissus, des étoffes à partir de la laine, qui, elle, était souvent importée des plaines d'Angleterre, où il paraît que ça pullulait de moutons. Et donc, la laine était importée, était transformée. Il y avait aussi des tissus à part d'autres plantes, des plantes, du lin, etc. On y fabriquait surtout des draps, des voiles, des tissus importants et solides. L'autre partie en Europe où la fabrication textile était importante, c'est la Lombardie, donc, si vous voulez, la vallée du Pô, Bologne et autour, où les tissus étaient déjà un peu plus fins, plus luxueux. Marco Polo avait déjà importé la soie, en tout cas d'abord l'élevage du ver à soie, avec son cocon, etc. Vous connaissez ici, nous avons été aussi dans une région de production de soie. Donc, on fabriquait plutôt des habits, de la passementerie, des bas en soie, des vêtements. Voilà. Et bien sûr, toutes ces productions qui étaient plus importantes que la consommation locale a entraîné aussi le développement du commerce. Il faut savoir, par exemple, que le pont d'Avignon a été construit au milieu du XIIe siècle. Un entrepreneur vénézais a entrepris de construire le pont parce que c'était une source de revenus. Quand la marchandise passait le pont, dans un sens ou dans l'autre, il y avait de l'octroi, il y avait une sorte de péage, une taxe. Voilà. Et le bienfait de ce pont a fait que Bénézet a été déclaré saint. Voilà l'histoire de ce pont pour illustrer les progrès qui ont été faits aussi sur les voies de communication entre les différentes parties de l'Europe. Alors, je vous rappelle rapidement la structure de la société à l'époque. C'était les trois États, les trois parties. Il y avait le clergé, il y avait la noblesse et il y avait le tiers-État. La noblesse était là, normalement, pour protéger toute la population. Le clergé était là pour prier et assurer le salut de ses ouailles. Et le tiers-État était là pour travailler. Parce que normalement, la noblesse ne devait pas travailler et le clergé non plus. Alors, c'est grâce à ce travail qu'est née dans le tiers-État une nouvelle couche sociale qu'on appelait les bourgeois, la bourgeoisie, qui s'est beaucoup enrichie grâce donc à la fabrication textile et au commerce. Il y a peut-être quelques descendants de nobles dans la salle, que je vais dire un peu de mal de cette noblesse, qui était très dépensière. C'est-à-dire, les nobles de l'époque étaient un peu comme nos États européens d'aujourd'hui, ils dépensaient plus qu'ils n'avaient de rentrée. Et donc, ils étaient souvent endettés, et ils étaient obligés, pour rembourser leurs dettes, d'emprunter aux bourgeois, qui étaient souvent banquiers, et quelquefois même, ils allaient jusqu'à vendre leurs droits. Et c'est ainsi que peu à peu, un certain nombre de villes ont réussi à s'affranchir du seigneur féodal local. C'est-à-dire, ce sont devenues des villes libres, des villes franches, affranchies, qui ne répondaient plus que directement au roi et non plus à l'intermédiaire de son seigneur local, et qui administraient leur localité, leur ville, par leurs propres moyens. C'était les grandes familles très riches qui gouvernaient la ville. C'était le cas de Lyon, parce que nous allons nous approcher un petit peu du berceau du Bourbon vaudois. Lyon était donc une ville un peu au carrefour, et aussi au carrefour, au centre des échanges de textiles entre les Flandres et la Lombardie. Il y avait des grandes foires où on se rencontrait, où on échangeait, et son savoir-faire quelquefois, mais aussi les produits.
Et Lyon était une de ces villes où la bourgeoisie avait réussi à se libérer d'un certain nombre de droits féodaux, de seigneurs. Et il y avait donc un conseil de la ville, on appelait cela pas encore un conseil municipal, puisque ça n'existe que depuis la Révolution française, mais il existait des conseils dans les villes qui dirigeaient, qui administraient la ville. Et dans ce conseil de Lyon, il y avait un certain Valdès, ou Vaudès, qui était quelqu'un de riche, quelqu'un apparemment astucieux. En tout cas, il avait réussi à bien gérer ses affaires de manière à ce qu'on lui accolait aussi la trésorerie de la ville. Je dis toujours, Valdès était devenu le monsieur Sapin de Lyon. Il détenait les cordons de la bourse. Homme influent, forcément, mais aussi un homme curieux de savoir. Plus tard, un philosophe a dit, le savoir est aussi un pouvoir. Donc, il voulait savoir toujours plus. Et le problème du savoir à l'époque, c'est qu'il était confiné dans les monastères, dans les abbayes. Même les nobles n'avaient pas de bibliothèque. Les bourgeois encore moins. Les bibliothèques, les grandes bibliothèques, étaient dans les monastères. Ici, nous en connaissons Sylvacane, Sénanque, voilà. Et l'autre difficulté, c'est que ces livres, qui étaient tous des manuscrits, étaient en latin. Donc, autre difficulté pour ceux qui n'étaient pas clairs, c'est-à-dire pour les nobles et pour les tiers d'État, d'approcher le savoir. Alors, Valdès, lui, était riche, et il a pu rémunérer 2 personnes, 2 moines, pour lui faire des traductions du latin en provençal. Je ne vous l'ai pas dit, mais à Lyon, à l'époque, on parlait le provençal, en tout cas un dialecte de la langue occitane, en tout cas que les linguistes puristes appellent le franco-provençal, parce qu'il devait y avoir quelques mots de la langue d'Oïl qui s'étaient introduits dans la langue, dans le parler de la ville de Lyon. Mais en tout cas, le parler des gens de Lyon, c'était le provençal. Et donc, la traduction qu'il a demandé à ces 2 moines, c'est du latin en provençal. Et les textes, qui étaient les textes de référence à l'époque, c'était les textes bibliques. Et puis, quelques pères de l'Église, mais pas encore à l'époque, c'est qu'à la Renaissance, les philosophes romains. Là, à l'époque, c'était surtout les textes bibliques. Donc, ces 2 moines, un était un athéliste, l'autre était un scribe, lui ont traduit et écrit un certain nombre de livres de l'Ancien Testament, mais pratiquement tous les livres du Nouveau Testament. Alors, je ne sais pas quelles sont vos connaissances des textes bibliques, mais vous savez que le Deuxième Testament, qui lui a été écrit originellement en grec, que le personnage principal du Nouveau Testament, c'est un certain Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui a fait des discours, le sermon sur la montagne par exemple. Et donc maintenant, Valdès, qui savait peut-être quand même déchiffrer, qui a appris peu à peu à lire, commence à lire les textes dans sa langue maternelle, la langue de parler de tous les jours, et il est de plus en plus étonné parce qu'il rencontre des textes qui l'ébranlent. Il y a dans un des serments, dans un des discours, Jésus dit « Heureux les pauvres, c'est eux qui hériteront de la terre ». Il dit aussi « Vous ne pouvez pas servir de maître, Dieu et Mammon, Mammon étant le dieu de l'argent ». On y raconte aussi la rencontre d'un jeune homme très riche avec Jésus, un jeune homme très riche qui vient le voir, qui dit « Bon maître, que faut-il que je fasse pour être vraiment heureux, pour être bien heureux ?» Et Jésus lui dit, mais tu suis les règles de la vie, du vivre ensemble. Et le jeune homme riche lui dit, mais j'ai été éduqué comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, que puis-je faire de plus? Et c'est là que Jésus lui dit, vends tous tes biens, donne le résultat aux pauvres, et suis-moi, deviens mon ami, deviens mon disciple. Il n'y a pas de happy end, puisque le jeune homme riche n'a pas réussi à se débarrasser de ses richesses. Il part tout triste. Jésus est triste aussi parce qu'il avait pris ce jeune homme en sympathie. Et devant cet entretien, les disciples autour de Jésus sont étonnés et posent la question, mais est-ce qu'un riche peut rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il peut devenir enfant de Dieu? Et Jésus a cette
parabole étonnante que vous connaissez peut-être, et il dit, il est plus facile à un chameau de traverser le chat d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Bon, il ajoute, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc vous voyez que dans la Bible, dans les textes bibliques, pas seulement du Nouveau, mais aussi du Nouveau Testament, il y a beaucoup de mise en garde contre les dangers de la richesse. Je le disais déjà tout à l'heure, en revenant beaucoup plus loin, les problèmes de la richesse qui se sont toujours posés aux chrétiens et à l'Église. Bon, on peut revenir dessus dans des questions, mais toujours est-il que le jeune homme riche n'arrive pas à se séparer de ses biens, lui n'y arrive pas, mais Valdès, lui, en 1274, décide de se débarrasser de sa richesse. 1274, c'est la première date à retenir. Je ne sais pas si M. David, vous les avez prévenus qu'il y avait une interrogation écrite après? C'est habituel. C'est habituel. Donc, première date, 1274. C'est l'année où on a des documents de la vente des biens par Valdès. Je vais faire une petite parenthèse peut-être sur le nom de famille de cet homme. On ne connaît pas son prénom. Donc, Vaudès ou Valdès, c'était son nom de famille. Les deux noms sont identiques, puisque l'ancien français, le U et le L sont interchangeables. Chauve, calvitie, aube, albâtre, autre, altérité, je pourrais en citer, Valvo, etc. Donc, Vaudès et Valdès étaient le même nom de famille. Peut-être que Vaudès était plutôt utilisé par ceux qui parlaient le provençal, et que Valdès, plutôt, qui était du côté des cantons germaniques, en tout cas, je veux dire, à une autre consonance. Mais pour ceux qui parlent le provençal, savent que le AU en provençal se prononce AU. Donc, M. Vaudès, c'est Vaudès. Et dans Vaudès, on entend la même racine que Wood, W-O-O-D. Et si on prononce ce nom de famille Valdès, Wald, on entend aussi le mot Wald en allemand qui veut dire forêt. Donc, je dis toujours que ce M. Vaudès ou Valdès, aujourd'hui, on l'appellerait M. Dubois ou M. Laforêt. Peut-être y a-t-il des gens qui portent ce nom de famille parmi nous. M. Dubois ou Mme Valdès, Mme Laforêt. Voilà. Donc, juste pour dire, il n'y a que dans la langue française où on peut faire une confusion avec les habitants du canton de Vaud, en Suisse. Les cantons de Vaud s'appellent aussi des Vaudois. C'est parce que le canton de Vaud, c'est le canton de la forêt, c'est Waadtland en allemand. Donc c'est le canton de la forêt qui longe en partie le Jura, et paraît-il, Jura en celtique veut dire forêt. Donc le canton de Vaud, c'est le canton de la forêt. Monsieur Vaudès ou Monsieur Valdès, Monsieur Dubois ou Monsieur Laforêt. Donc, un homme qui, suite aux lectures qu'il fait, qui l'ébranle, décide de se rendre pauvre, et il ne s'arrête pas là. Il commence à prendre les textes qu'il a en provençal et il commence à les lire en public, sur les foires, au bord de la Saône ou du Rhône, où les gens attendaient que les bateaux arrivent pour les charger ou les décharger, ce qu'on appelle les dockers maintenant. Donc, il lisait ces textes dans leur langue, des gens qui pouvaient comprendre désormais. Il ne s'arrêtait pas là, il commençait à les expliquer, à exhorter les gens en leur disant « voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire pour vous ». Et c'est là qu'il a commencé à entrer en conflit avec son Église. Au moment 1174, l'évêque de Lyon, l'archevêque, c'était un certain Guichard de Pontigny, qui était un supérieur d'une abbaye cistercienne, qui lui avait compris ce que voulait Valdès. En tant que membre de l'Église, participer au travail de l'Église. Et il y a actuellement un professeur en histoire à l'université, à la faculté des lettres de Lyon, Jean Rubelin, qui a émis la thèse, une thèse historique, que Valdès et Guichard de Pontigny, donc l'évêque de l'époque, ont peut-être même travaillé un peu la main dans la main, l'évêque disant à ses curés et
à son clergé de son diocèse, prenez exemple sur M. Baudès, M. Valdès, et faites plus de prédication et d'explication de textes que de gestion immobilière. Voilà. Donc ce Guichard de Pontigny est décédé sans succès. Alors, je disais donc Guichard de Pontigny vient du milieu monacal. Son successeur, qui s'appelle Jean de Belmain, au pluriel, Jean de Belmain, venait plutôt de l'appareil de l'Église, plutôt, disons, un fonctionnaire ou un bureaucrate. Peut-être qu'il y en a-t-il parmi vous qui travaillent dans le bureau, mais en tout cas, il était un exemple de ce que peuvent être ce personnage avec des œillères et très, très jaloux de son autorité. Donc, il ne supportait pas que les gens se regroupent autour de Valdès à écouter la lecture des Écritures et l'explication, ce qu'il en donnait. Donc, il est vite intervenu en disant, Valdès, il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas reçu de formation, tu n'as pas d'habilitation. L'Église ne t'a pas missionné pour faire ce que tu fais. Ce que tu fais est réservé au clergé. Et vous l'avez compris, Valdès n'était pas une personnalité facile à diriger, à gouverner. Il avait l'habitude, lui, de donner des ordres. Et donc, il a exigé de l'évêque, de l'archevêque, de venir avec lui à Rome pour avoir l'arbitrage de ce problème, l'arbitrage du pape. Lyon-Rome à l'époque, c'était quand même un long voyage. Ils l'ont certainement pas fait ensemble parce qu'ils ne devaient pas très bien s'entendre, mais ils ont paru tous les deux devant le pape. À l'époque, c'était Lucius III. Il y a donc eu tout un séjour de la délégation de l'archevêque et de Valdès et des siens à Rome, auprès du pape. Et nous avons la chance de ce qu'il y avait à cette époque-là un délégué de l'Église d'Angleterre, qui était le légat, en tout cas l'ambassadeur de l'Église d'Angleterre à Rome, qui s'appelait Walter Map, un chanoine, qui a assisté à cette rencontre et qui a eu la bonne idée d'écrire sur le tard, au moment où il était à la retraite, d'écrire ses mémoires. Et donc, à travers ses mémoires, nous savons un peu comment ça s'est passé, cet entretien. Il nous raconte que d'abord, on a examiné les traductions pour savoir s'il n'y avait pas des erreurs, des falsifications. Vous savez que quelquefois, traduction rime avec trahison. Donc, on n'avait rien à dire, je pense, à ces écrits. En tout cas, ils ne nous en parlent pas. Et puis, on interroge les Vaudois sur leurs connaissances théologiques. Et là, il cite quelques exemples. Entre autres, on demande aux Vaudois qui est Marie? Qui est Marie? Alors les Vaudois répondent, Marie, c'est la mère de Jésus. Et d'après Walter-Map, l'assemblée qui était là s'est esclaffée parce que c'était une erreur. Parce que le titre de Marie, c'est la mère de Jésus. La mère de Dieu, Théotokos. En tout cas, mère de Dieu. Et donc, apparemment, ils ont quand même passé l'examen puisque Lucius III a pris la décision suivante, l'arbitrage suivant. Valdès et les Vaudois autour de lui sont autorisés à lire et à expliquer les Écritures, la Bible, les textes bibliques, à condition que l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque ou le curé éventuellement, soit d'accord. Donc, dans le principe, ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils aient l'autorisation de l'autorité religieuse du lieu. Valdès et Jean de Belmain rentrent à Rome, mais entre les deux, ça ne peut pas marcher. Et en 1184, Jean de Belmain dit à Valdès, soit tu arrêtes, ou soit tu pars, moi je ne t'autorise pas à prêcher, à commenter la parole de Dieu dans mon diocèse. Et c'est là que Valdès et un grand nombre avec lui, on ne connaît pas le nombre exact, mais ça va être une troupe importante, quittent le diocèse de Lyon et vont dans une région constituée par le triangle, par les villes Montpellier, Narbonne, Toulouse. Donc vous voyez ce qu'on appelle en gros le Languedoc, ou une grande partie du nord des Pyrénées. Pourquoi sont-ils allés là-bas? En partie avec la bénédiction d'ailleurs du pape, parce que là-bas, et les évêques et les seigneurs autorisaient
un peu à tout le monde, en tout cas à prêcher, même si ce n'était pas dans la droite ligne de l'Église de Rome. Et c'est pour cette raison, il y avait donc une certaine tolérance, c'est pour cette raison que c'est là que les cathares ont pu s'implanter et prospérer. Il y a même un certain nombre de familles nobles qui étaient passées à la région cathare. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés. Je vous dis que le pape était assez content parce qu'il espérait que les prédicateurs vaudois convertissent les cathares à la bonne foi catholique. Alors il s'installe là-bas, on a un certain nombre de livres sur ce qu'il est arrivé là-bas. Toujours est-il que ça n'a pas duré très 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 longtemps parce que dès 1209, le roi de France, dont c'était une partie de son royaume, décide de mettre de l'ordre dans le comté de Toulouse. Donc, vu de Paris, ce qui se passait là-bas, c'était vraiment la dolce vita, du laisser-faire, n'importe quoi, tout le monde, il y avait une liberté qui était intolérable, et les règles édictées de Paris ne s'étaient pas appliquées. Et je pense que le roi de France avait surtout peur que le comte de Toulouse échappe à son pouvoir et se tourne vers Barcelone. En tout cas, il décide de mettre de l'ordre. Il constitue une armée, une croisade. Normalement, le motif de cette expédition, c'était éradiquer le catharisme, mais aussi les Vaudois, parce qu'entre-temps, les Vaudois ont été accusés de pactiser avec les Cathares, parce que tous les deux critiquaient la puissance et la richesse de l'Église. Donc, à partir de 1209, c'est la guerre contre les Albigeois. En tout cas, c'est Simon de Montfort, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était déjà un chef de guerre, qui avait déjà mené des croisades en Palestine, qui conduit cette croisade-là. Paraît-il, avait-il une maxime qui disait « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Évidemment, ce n'était pas question de tuer tout le monde, mais d'enlever toutes les têtes, de manière à ce que les mouvements ne puissent pas continuer à vivre. Donc, un certain nombre d'évêques et un certain nombre de nobles ont payé de leur vie leur trop grande liberté vis-à-vis des Cathares et peut-être aussi des Vaudois. Alors, la règle à l'époque, c'était que lorsque un malfaiteur était arrêté, qu'il était jugé, condamné à mort et exécuté, ses biens à sa mort venaient dans l'escarcelle de l'État, en tout cas, du royaume. Et donc, le roi de France avait promis tous ceux qui ont été trop laxistes avec les Cathares ou les Vaudois, si vous les arrêtez et vous les faites juger, condamner à mort, exécuter, leurs biens, je vous les donne. C'était ça, la grande motivation pour entraîner la noblesse du nord de la France, en tout cas de l'île de France, pour cette expédition dans le Midi. Alors, bien sûr, c'est un certain nombre de responsables vaudois et de Cathares aussi ont payé leur vie, mais il y a quand même une partie de la population qui a pu s'échapper, qui a fui ce qu'on appelle le Languedoc, qui a traversé la Provence, le col du Mont-Genèvre, en tout cas les Alpes, qui s'est installé en Lombardie, de là est allé jusqu'en Bohême et jusqu'au bord de la mer Baltique, d'autre part. Les autres ont essaimé dans le nord du lac de Constance, puis la vallée du Rhin. On peut suivre tout ça à travers les procès. Et on constate que donc au XIVe siècle, surtout XIVe, ensuite XVe un peu moins, surtout XIVe siècle, c'est l'expansion du mouvement vaudois dans toute l'Europe. Il y a une carte qui explique autre chose, mais il y a aussi une carte qui montre comment le mouvement vaudois s'est étendu en Europe. Et il a eu ce succès, cet important succès de diffusion, parce que l'Église catholique était dans une crise profonde. Donc, vous êtes de la région, donc vous savez que le roi de France a obligé le pape de quitter l'Italie et de s'installer tout près de chez lui, en Avignon, 1309. La papauté y est restée pendant au moins 70 ans. Et donc, le pape a été sous la coupe du roi de France. Je sais que le roi de France a essayé, entre autres, de faire en sorte que le pape dissolve
l'ordre des Templiers, pour que le roi puisse récupérer les richesses que ça représentait. Mais il avait beaucoup de choses à demander au pape. Le pape était sous la coupe du roi de France. Eux aussi, ils ont voulu avoir leur pape. Et c'est comme ça que l'Église s'est retrouvée, pendant ces siècles, à la tête avec 2 papes, et même 3 papes, qui bien sûr s'excommuniaient l'un l'autre. Et comme on dit en marketing moderne, ce n'était pas une très bonne image pour l'Église. Et c'est pour ça que le peuple de l'Église avait une oreille très ouverte à la prédication des Vaudois, qui, eux, réclamaient une Église pauvre, une Église non puissante. Alors, donc, cette perturbation dans l'Église officielle de l'Église de Rome a fait que le mouvement vaudois a eu beaucoup de succès. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le mouvement vaudois, il y a d'autres mouvements contestataires qui sont nés à cette époque-là, parce que le pape, quand il est arrivé ici en Avignon, n'avait un État que tout petit, qui ne rapportait pas grand-chose, parce que tous les impôts, toutes les taxes qu'il avait de ces États pontificaux d'Italie n'ont pas suivi. Des petits seigneurs italiens ont mis la main dessus, donc il n'y avait pas d'arrivée d'argent d'Italie de ces États ici en Avignon. Il était obligé de créer des ressources propres, et il a mis en place un certain nombre de règles financières, 8. Je vous fais cadeau de 7, mais il y a une règle qu'il faut que je vous énumère, c'est ce qu'on appelle la règle du spolium, c'est-à-dire le roi a décidé, le pape a décidé que lorsque un membre du clergé, un moine, un curé, un évêque décédait, au moment de sa mort, l'héritage personnel qu'il avait de sa famille, de ses parents, etc., ne retournait pas à la famille, mais rentrait dans l'escarcelle de l'Église. Alors bien sûr, un curé de campagne n'avait pas grand-chose, les moines en général rien, mais les évêques étaient quand même tous, pratiquement, je ne connais pas d'exception, étaient tous fils de nobles. C'est-à-dire de leurs parents, ils avaient leur part d'héritage qu'ils partageaient avec leurs frères. Les femmes en général n'avaient qu'une. Donc, le bien que les évêques héritaient de leur famille rentraient à leur mort dans l'escarcelle de l'Église. Et alors, cela a créé bien sûr beaucoup de mécontents, en particulier à la noblesse. Et les premiers à rouspéter, vraiment rouspéter, c'était les Anglais. Les Anglais, parce que le fait que l'Église devenait propriétaire terrienne en Angleterre leur permettait de leur donner des voix dans le Parlement, c'est-à-dire l'Église pouvait intervenir dans les affaires intérieures du royaume, participer à destituer un roi ou en nommer un autre, mais ça les Anglais n'en voulaient à aucun prix. Je regarde un peu, j'ai encore un peu de temps, oui. J'ai à peu près la moitié. Donc, les Anglais ne supportaient pas que le pape intervienne dans leurs affaires, d'autant plus si le pape était sous la coupe du roi de France. Et donc, le premier à protester, c'était un lord, John Wycliffe, peut-être avez-vous entendu ce nom. John Wycliffe était d'abord professeur de philosophie à Oxford, et il a d'abord protesté en tant que patriote, en disant il n'est pas question que l'Église donne des ordres ou intervienne dans nos affaires intérieures. Ensuite, il a été nommé professeur en théologie, et là, il a développé des arguments théologiques. Et il a formulé 2 exigences. Premièrement, la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que le roi de France, par exemple, ou l'autre souverain ne puisse pas déplacer le pape ou même un évêque, que le roi de France, l'autre souverain, ne nomme plus les évêques ou les responsables des grands monastères, mais que l'Église non plus n'intervienne plus dans les affaires intérieures des pays. Comme par exemple le pape qui a voulu empêcher l'union entre l'Angleterre et l'Écosse, parce qu'il disait que l'Écosse est une terre d'Église et ne doit pas être mêlée à l'Angleterre. Bon, donc il a voulu une séparation nette, claire, entre l'Église et l'État, et il a demandé que l'Église rende tous les biens qu'ils avaient eus de par la spoliation, en tout cas la règle de spoliation, pour que les seigneurs féodaux, les familles, construisent et des hôpitaux et des écoles,
c'était donc, John Wycliffe était quelqu'un d'assez en avance sur son temps. Et l'Église d'Angleterre, en tout cas l'Église anglicane, le considère comme un de ses précurseurs. Alors, John Wycliffe n'a pas vraiment réussi par rapport à son Église, mais c'était son exigence. C'est lui aussi qui a fait traduire la Bible latine, la Vulgate de Saint Jérôme en anglais. Il a poussé à la formation des prêtres et les a envoyés deux par deux dans les campagnes anglaises qui étaient restées très superstitieuses dans leur foi. Voilà. C'était donc un réformateur. Et les idées de Wycliffe ont traversé la Manche, la mer du Nord, et sont arrivées à Prague, en Bohême, suite à un mariage. Autrefois, les grandes familles régnantes se mariaient entre eux. Et ça, la sœur du roi de Bohême s'est mariée avec le roi d'Angleterre. Et cela a provoqué, avant Erasmus, des échanges d'étudiants. Donc, les étudiants et aussi les professeurs d'Oxford sont allés enseigner, étudier à Prague, et inversement. Et c'est ainsi que les idées de Wycliffe sont arrivées à Prague. Et à Prague, c'est tombé sur un terreau très réceptif, parce qu'un tiers de la Bohême était tombé, par la réglementation du pape, entre les mains de l'Église. Donc, les Bohémiens, les Tchèques, les habitants de la Bohême ont accueilli très favorablement les idées de John Wycliffe, et c'est Jean Hus, dont vous avez peut-être entendu le nom. Jean Hus est devenu le porte-parole de cette idée. Alors, les souverains d'Europe se sont quand même rendus compte que cette division de l'Église était néfaste, même pour eux, en tout cas pour le gouvernement, leur gouvernement. D'abord, ça coûtait 3 fois plus cher, parce qu'il fallait nourrir, alimenter 3 administrations papales au lieu d'une seule, donc 3 fois plus de dépenses, et donc ils ont demandé à l'Église de réunir un concile. On a convoqué un concile à Constance, le concile de Constance, qui s'est réuni de 1414 à 1415. Un concile qui devait remettre l'Église sur les rails. L'ordre du jour, c'était destituer les 3 papes, en élire un que tout le monde reconnaîtrait, discuter du gouvernement, de la gouvernance de l'Église. Est-ce que l'Église doit être gouvernée de manière monarchique ou plutôt collégiale, et puis s'attaquer à tous les adversaires de l'Église. Le concile se réunit, sont convoqués bien sûr tous les cardinaux, les évêques importants, les chefs des congrégations et les théologiens. Et Jean Hus, qui était professeur de théologie à Prague, était lui aussi invité au concile pour discuter des thèses de Wycliffe. C'est ça, de Wycliffe. Et donc, la première décision que prend l'Assemblée, que prend le concile, qui tout de suite est tombé entre les mains, le pouvoir des traditionnalistes a pris le pouvoir, et ils ont décidé que John Wycliffe et ses thèses étaient hérétiques. Jean Hus était sur place, on le demande de s'expliquer en disant « Vous voulez défendre les thèses de Wycliffe, mais vous avez entendu dire qu'entre-temps, Wycliffe a été déclaré hérétique. Est-ce que vous voulez continuer ?» Et Jean Hus a dit « Mais je suis venu pour ça, je pense que les thèses de Wycliffe sont bonnes, et vous maintenez votre volonté ?» Il a dit oui. Et alors, puisque vous voulez défendre un hérétique, vous êtes vous-même hérétique, et il a été condamné à mort, et il a été brûlé le 6 juillet 1415 devant la place publique à Constance. Et donc c'est l'année dernière, merci beaucoup, que l'année dernière, les Tchèques, mais pas que les Tchèques, il y avait aussi des membres ici qui sont là, sont allés en Bohême pour se souvenir de ce 600e anniversaire de la mort de Jean Hus. Alors, lorsque la mort de Jean Hus a été connue en Bohême, ça a été la révolte, la révolution, et c'est là qu'est née la première église, l'église hussite, qui n'a plus reconnu en Occident le pape comme son chef.
Mais donc, entre-temps, l'Église avait été remise sur les rails, il n'y avait plus qu'un seul pape, et les souverains ont décidé que maintenant, il faut s'attaquer aux adversaires de l'Église. D'autant plus que les Hussites, qui étaient beaucoup de nobles, beaucoup de gens de l'épée, ont essayé d'exporter leur influence et leurs idées par la guerre, ce qu'on appelle les guerres hussites, qui ont incendié un certain nombre de régions d'Europe, même en France. Donc, les souverains d'Europe mettent un coup d'arrêt au mouvement vaudois, au mouvement hussite. Le mouvement hussite n'a pu se maintenir qu'en Bohême. Et donc, les guerres hussites ont détruit toute la structure du mouvement vaudois au nord des Alpes. À l'époque, le chef des Vaudois de langue germanique au nord des Alpes s'appelait Frédéric Greiser. Il a été capturé à Strasbourg, il a été brûlé à Strasbourg en 1447 avec d'autres membres du groupe, et les historiens estiment que 1447, c'est la mort de la structure vaudoise au nord des Alpes. On est donc dans cette partie de l'histoire qu'on appelle la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. À cette époque-là, les seuls Vaudois qui ont pu survivre, ce sont ceux des Alpes méridionales. Ce sont ceux qui ont habité de deux côtés du col du Mont-Genèvre, dans ces hautes vallées creusées par les glaciers à l'époque glaciaire, donc la Valuise, Fressinière, Dormilloz, etc., Saint-Véran, ces vallées qui ont été creusées, qui culminent à 1500-1600 mètres d'altitude. Ces terres n'étaient pas intéressantes économiquement, donc c'est dans ces vallées-là qu'on a enfermé les Vaudois, un peu comme dans un ghetto. L'INSEE n'existait pas, on n'a pas de statistiques. Les historiens estiment qu'il y en avait à peu près des deux cols du Mont-Genèvre, donc d'une douzaine de hautes vallées, à peu près 40 000 Vaudois. Une centaine de villages, je ne sais pas. Alors maintenant, il faut se rapprocher de notre région. Notre région a subi les destructions de la soldatesque née après la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, je ne fais pas un cours qu'à la guerre de 100 ans, et c'est terminé dans les années 1460, 1465, 67. Et donc, on a libéré les soldats. On leur a dit, vous pouvez rentrer chez vous, si vous avez un chez vous. Hein. Il n'y avait pas de pension militaire, pas de prime de démobilisation, rien. Hein. On les a laissés à leur propre sort, et ces soldats qui ne savaient rien faire d'autre se sont souvent beaucoup regroupés par 10, 15, 20 et ont formé des bandes, les routiers ou les grandes compagnies, et ils ont vécu de la seule chose qu'ils savaient faire, c'est-à-dire pillage, incendier les villages. Et donc, tout le sud de la France a plus souffert de la suite de la guerre de 100 ans que de la guerre. Et dans la région du Luberon, plus de la moitié des villages ont été ainsi vidés de leurs habitants. Parce qu'il y avait un certain nombre de petits villages où les seigneurs n'étaient pas présents avec des gardes, où les murs d'enceinte étaient mal entretenus parce que la population s'était déjà appauvrie, affaiblie, où 15 soldats, 20 soldats aguerris, ce petit village, c'était une proie facile. Ils venaient, ils mettaient le feu à la paille et au foin pour faire impression, pour créer la terreur. Ils volaient le bétail dans les étables et dans les pâturages autour et les vendaient sur les marchés de l'île sur la Sargue, de Cavaillon, de Salon, en tout cas voilà, hein, pour se faire de l'argent. Et ils torturaient les paysans pour savoir où ils avaient caché peut-être leur faible économie. Donc la vie dans ce village, comme Mérindol, Lourmarin, Lacoste, de l'autre côté, les bas de Gordes, il était devenu impossible de vivre. Et donc, les villages se sont vidés. Et il a fallu attendre que le calme revienne, 10, quelquefois 15 ans plus tard, pour que les seigneurs féodaux veulent faire revivre leur village, parce que c'est ces villages-là, ces paysans qui les font vivre.
Et donc, par exemple, le baron de la Tour d'Aigle, famille de Santal et famille d'Agou, décide de faire venir des Alpins pour recoloniser la région. On ne sait pas très bien comment ça s'est fait, parce que ça s'est fait, les actes d'habitation, c'est des contrats, non pas individuellement avec telle ou telle famille, mais par des groupes, presque des villages entiers. C'est ainsi que Cabrières d'Aigle, pas Cabrières d'Avignon, Cabrières d'Aigle que vous connaissez peut-être, a été donné le 25 mars 1495 à 70 chefs de famille. Le 25 mars 1495, au château de la Tour d'Aigle, il y avait dans son trône le seigneur, le baron, son notaire qui était à côté de lui, et 70 chefs de famille en face, et qui ont signé un acte d'habitation qui stipule les droits et les devoirs des nouveaux habitants. Et d'abord, il était obligé de se reconnaître sujet du nouveau seigneur, et donc ils avaient des droits, mais ils avaient aussi des devoirs qui consistaient surtout à alimenter la caisse du seigneur en taxes, mais aussi de donner des dons en nature, en tout cas, 2 poules avec 24 œufs par mois, 2 cochons par an, des chèvres, etc., que les gérants du château revendaient. Donc tout le système féodal. Et là aussi, on n'a pas de statistiques, mais les historiens estiment que sur les 40 000 vaudois des Alpes, les seigneurs, en tout cas surtout de la Tour d'Aigle, ont réussi à en faire descendre 10 000. Donc c'est à peu près 10 000 vaudois qu'on implante dans une petite vingtaine de villages du nord et du sud du pays. Et cette colonisation est un succès. Les voyageurs qui voyageaient entre Avignon et l'Italie, les liens ont toujours existé, racontaient qu'ils traversaient une région florissante. Il a comparé à la Toscane, parce que pour eux, c'était le summum d'une belle région. Et donc, tout s'est bien passé jusqu'à la rencontre avec la réforme protestante. Et c'est là qu'on rejoint à nouveau les années 1517, disons à 1530, où nous avons déjà vu comment les gens de la région, d'Avignon d'ailleurs, étaient informés par ce qui se passait au nord de l'Europe. Alors, il y a un village dans le Luberon, Mérindol, qui a joué un rôle un peu particulier, parce que Mérindol n'appartenait pas au baron de la Tour d'Aigle. Le seigneur féodal de la Tour d'Aigle était, tenez-vous bien, l'évêque d'Avignon. Et depuis 1247, parce qu'en 1247, le comte de Provence, à qui appartenait Mérindol, avait des vues sur des terres autour du port de Marseille. Il voulait avoir un certain nombre de terres pour pouvoir contrôler, observer ce qui se passait sur le port de Marseille, et il a imposé à l'évêque de Marseille un échange, ces terres autour du port, contre 3 beaux villages en Provence, Alins, Malmort et Mérindol. C'est ainsi qu'en 1247, l'évêque de Marseille est devenu prince ou souverain de Mérindol, et elle est restée jusqu'à la Révolution française, jusqu'au 4 août 1789. Alors, l'évêque n'était pas très intéressé par ce village. On sait qu'il a essayé à plusieurs reprises de le vendre, et il n'y est pas arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de preneurs. L'avantage pour Mérindol, c'est que l'évêque était loin. Vous connaissez le proverbe, comme le chat n'est pas là, les souris dansent, et c'était le cas pour Mérindol. Ce qui se passait à Mérindol, l'évêque n'entendait souvent jamais parler. Donc, à Mérindol, les responsables vaudois du Luberon pouvaient se réunir sans que ça ne dérange personne. C'est pour ça que Mérindol est devenue la capitale des Vaudois à cause de cela. Et c'est donc là qu'ont eu lieu plusieurs synodes, des rencontres de décision. Et c'est ainsi, à Mérindol, en 1530, on décide d'envoyer 2 prédicateurs itinérants, les fameux Barbes, de les envoyer en Suisse, à Bâle, et
à Strasbourg. Donc 1530, nous sommes en pleine évolution d'un réforme protestante. Ils y vont pour se renseigner ce qui se passe là-haut, pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose de rapprochant par rapport à ce qu'ils croient. Et donc ils partent avec tout un catalogue de questions que nous avons retrouvées, d'ailleurs pas à la BNF, mais je crois à Dublin, ou quelque part, en tout cas, plutôt dans une université anglophone. Et ils partent avec des questions, par exemple, est-ce qu'un chrétien a le droit d'être soldat, d'être garde, d'être juge, en tout cas, voilà. Tous ces métiers qui, chez les Vaudois, étaient interdits. On n'avait pas le droit d'exercer un métier qui donnait un pouvoir sur quelqu'un d'autre. Poser aussi les questions, est-ce qu'un chrétien a le droit de prêter de l'argent contre un terrain? Donc vous voyez que ces Vaudois étaient des gens assez simples, souvent des cultivateurs et des artisans. C'est des questions très pratiques qui les intéressaient. Et là-bas, ils ont rencontré plutôt des universitaires. Euckelempad à Bâle et Martin Bucer à Strasbourg, qui, eux, leur ont expliqué les textes bibliques comme le peut le faire un universitaire. Ils ont été très impressionnés et ils ont donc fait un rapport sur ce qui se passait à Strasbourg et à Bâle. Et 2 ans plus tard, en 1532, une autre rencontre de responsables vaudois, mais cette fois-ci de l'autre côté du Collioure Genèvre, à Champfouran, dans le Val d'Angoine, cette assemblée décide d'adhérer à la réforme protestante. Et donc, c'est là que ce grand mouvement qui a duré tout le Moyen-Âge décide de devenir protestant. Bon, cela se décide pas, mais ça ne se transforme pas par un coup de baguette magique. Il a fallu pratiquement une génération pour que naissent dans les villages du nord Luberon, du sud Luberon, des paroisses protestantes, avec un temple, avec un pasteur, quelque chose qui était complètement différent de la tradition vaudoise. Alors donc, à partir de 1532 et surtout 1560, les protestants du Luberon partagent le sort de leurs compatriotes des autres sujets protestants du royaume. Donc ils bénéficient de l'édit de Nantes et ils subissent ensuite l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. Louis XIV, avant de révoquer l'édit de Nantes, se renseigne sur la puissance des protestants dans son royaume. Et dans la Provence, en tout cas dans le sud ici, l'intendant s'appelait Lebray. Et il demande à Lebray, il y a combien de protestants en Provence? Et Lebray fait faire une estimation, il dit, il y a à peu près 7 à 8 000. C'est pas énorme. Hein. La Provence, comme la Bretagne, a toujours été une province catholique. Et c'est le Luberon qui a fait l'exception, qui a été cette épine dans le pied de la Provence. Mais il y a donc 7 à 8 000 protestants. Donc, l'édit de Nantes est révoqué, on envoie les dragonnades. Un grand nombre de protestants abjurent leur foi, mais il y en a 1200 à peu près, en gros, qui quittent le royaume parce qu'ils ne veulent pas subir la révocation de l'édit de Nantes. Et vous savez que l'édit de Fontainebleau, celui qui a révoqué l'édit de Nantes, stipulait que les sujets du roi n'avaient pas le droit de quitter le royaume. Donc les 1200 qui sont partis l'ont fait en douce, en tout cas clandestinement, en prenant des risques. Les hommes qui étaient attrapés étaient enlevés à galère, les femmes étaient en prison et les enfants dans des maisons d'orphelinat pour les éduquer catholique. Voilà. Donc, notre association, Saint-Martin de la Brasque, etc., de Berendol, un certain nombre sont partis aux Pays-Bas, où ils ont été recrutés par la Compagnie orientale des Indes, une compagnie de navigation et de colonisation néerlandaise, qui avait des colonies de Sumatra et Java, et qui contournaient l'Afrique pour les rejoindre, et ils avaient besoin d'une base de ravitaillement au Cap, et c'est pour ça qu'ils ont embauché des cultivateurs du Luberon pour cultiver des fruits et des légumes, pour approvisionner les navires, pour lutter contre les scorbutes. Donc nous connaissons comme il y a une quarantaine de familles à peu près de notre région qui, eux, ont été
transplantés dans le sud de l'Afrique. Et à Verdun, nous avons tous les ans quelques Sud-Africains qui reviennent visiter le village de leurs ancêtres. Actuellement, quelque chose d'un peu plus difficile, ce sont ceux qui sont partis en Allemagne, en particulier dans le Brandebourg, 40 000 à peu près, pas 40 000 du Luberon, mais en tout cas une partie de ceux qui sont partis du Luberon sont allés dans le Brandebourg. Et là, du fait de ce que cette partie de l'Allemagne a été la RDA à un moment donné, qui ne s'intéressait pas du tout à ces problèmes, nous commençons tout simplement, nous sommes au début de nos recherches pour savoir qu'est-ce que sont devenus les gens du Luberon qui sont allés se réfugier dans ces régions-là. Voilà un petit peu, donc les Vaudois n'ont pas été exterminés au moment de la semaine sanglante dont je vous ai peu parlé, mais c'était faisait partie de leur persécution. On reviendra dessus par des questions si vous en avez. Toujours est-il donc que c'est le Luberon qui est resté une partie protestante dans la Provence et dans le Vaucluse. Le Vaucluse a été un des départements français où le protestantisme a un pourcentage un peu supérieur à ce qu'il a dans l'ensemble de la France. Du fait du protestantisme du Luberon, il y a actuellement encore 10 temples tout autour du Luberon, mais il n'y a plus que 2 entités paroissiales, une autour de Cavaillon et l'autre autour de Lourmarin. Mais ça, c'est assez récent. C'est dû en partie par l'exode rural. Vous savez ce que c'est que l'exode rural, la révolution industrielle qui a attiré les gens des campagnes autour des villes, dans les usines. Lourmarin, qui comptait 1800 habitants au moment de Napoléon Ier, sous Raoul d'Autry, devenu maire de Lourmarin en 1944, il n'y a plus que 387 habitants. Donc une érosion démographique importante. Et donc les nouvelles personnes qui sont revenues s'installer autour du Luberon n'étaient pas forcément des protestants, ce qui fait que des villages autrefois à 100% ou 90% protestants ne sont plus qu'à 30%, 40% pour Cabrières-d'Aigle, la commune qui a le pourcentage actuellement comme le plus important. Voilà, j'ai essayé de vous brosser un petit peu un tableau de la répercussion de ce qui a commencé il y a presque 500 ans maintenant. Il y a peut-être des questions. Merci. Oh oui, j'imagine, parce que